Monsieur de Closet, donc votre livre Zéro faute est sous-titré L'orthographe, une passion française. Est-ce qu'il est d'abord destiné à venger l'élève mauvais en dictée que vous avouez avoir été ? Non, pas du tout, parce que j'ai réglé mes comptes avec l'orthographe depuis longtemps. Qu'on se rassure, quand je ne veux pas faire de faute, je ne fais pas de faute. Mais il est vrai que pendant 50 ans, j'ai pensé que c'était moi le coupable. Pourquoi je risque de faire des fautes ? Parce que si je ne fais pas attention, je risque de faire des fautes. Et j'ai voulu comprendre. Et ce livre repart à l'origine de la langue française pour essayer de comprendre. Alors, vous soulignez dans votre livre qu'on fait des erreurs en maths et en sciences, mais qu'on fait des fautes en dictée. Alors, est-ce que cela change vraiment-il tout ? Ah, ça change tout. Pourquoi il y a cette différence ? Tout simplement parce que, pour des raisons historiques, qui sont passionnantes, j'ai découvert ça vraiment avec une excitation étonnante. Je ne savais pas que c'était si riche l'histoire de la langue française. Eh bien, nous sommes arrivés au début du 19e siècle avec une orthographe extraordinairement compliquée. Et cette orthographe, on a voulu que toute une société l'apprenne, une société qui à l'époque était une société d'illettrés. Alors, quand vous voulez faire un exploit extraordinaire à un peuple, eh bien, il faut faire appel au sacré. C'est comme ça qu'on construit les pyramides, les cathédrales, etc. Donc, on a sacralisé l'orthographe. Et quand vous sacralisez, vous diabolisez. Donc, tous les Français de ma génération et tous ceux d'avant ont intériorisé l'idée qu'en orthographe, il n'y a pas d'erreur, il y a des fautes qui déconsidèrent l'individu et qu'on doit avoir une première, une seconde et une troisième obsession qui n'est pas faire de faute. Moyennant quoi, on arrive à ne pas faire de faute. Mais la faute, c'est la clé de voûte de tout notre système orthographique. Alors, pour écrire votre livre, vous avez interrogé et lu ce qu'on n'entend jamais, c'est-à-dire les scientifiques de la langue, les linguistes, les lexicologues, les grammaires. Ils sont les oubliés du débat, au moins sur le plan médiatique, et c'est vraiment dommage. Il est évident que la langue française, sur le plan médiatique, a été tout entière accaparée par cette catégorie qu'on appelle les gens de lettres. Certains sont de très grands auteurs, d'autres des gens qui peut-être autoproclamés, peu importe. Mais ce sont les gens qui écrivent, qui ont le droit de parler de la langue. Or non, aujourd'hui la langue, elle est un sujet vraiment d'études scientifiques sur le plan historique, sur le plan sociologique, sur le plan grammatical, etc. Et ces gens-là qui étudient la langue n'ont jamais le droit à la parole dans les médias par rapport aux gens qui écrivent. Et moi, je me suis reporté à ces personnes pour vraiment comprendre ma langue, pour me l'approprier. Et c'est ça qui est passionnant avec ce livre pour moi, c'est que maintenant, le français, c'est ma langue parce que j'en connais l'histoire et la logique. Alors, l'orthographe est une passion française, écrivez-vous. Pourtant, vous démontrez aussi que le débat de la manière d'écrire et de la simplification de l'écriture d'une langue existe en Allemagne, en Grande-Bretagne, par exemple. Qu'est-ce qui est si différent en France ? Or, chaque pays a des problèmes avec l'orthographe, mais jamais les mêmes. Les pays méditerranéens, comme l'Espagne ou l'Italie, parce que leur langue au Moyen-Âge est restée proche du latin d'origine, ces pays n'ont aucun problème d'orthographe. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent, comme nous tous, l'alphabet latin et que leur langue est proche du latin. Donc c'est phonétique, c'est comme les notes sur une partition musicale, on écoute et on sait comment écrire. C'est pas le cas pour l'anglais, qui a les mêmes problèmes que nous, l'anglais ou l'allemand. Au départ, ces langues n'ont pas eu l'alphabet de leur langue. Donc, on écrit de façon extraordinairement bizarre. Et entre l'oral et l'écrit, il y a deux langues entièrement différentes. Alors, les Anglais, eux, n'ont jamais simplifié, mais il faut dire deux choses. D'abord, pour les Anglais, une erreur d'orthographe, c'est pas une faute comme en français. Pourquoi ? Parce que le snobisme des Anglais, c'est pas dans l'écriture, c'est dans la parole. C'est le son qui permet de distinguer les gens. Les Allemands, eux, ont voulu s'attaquer à la simplification de la langue. Ils l'ont voulu à partir, il y a une cinquantaine d'années, avant, lorsque l'Allemagne était séparée. Et c'est le pouvoir politique qui a pris ça en main. Et le résultat, il faut le dire, est
assez catastrophique, c'est que la réforme n'arrive pas à s'imposer, elle se heurte à des obstacles énormes. Ce que je retiendrai simplement, c'est qu'il est très difficile de faire évoluer l'orthographe, surtout si c'est une orthographe compliquée. Parce que les gens qui ont fait tant d'efforts pour apprendre une orthographe difficile, soit l'orthographe anglaise, allemande, etc., après, ils ne veulent plus en changer. Et une réforme de l'orthographe, c'est en définitive un cadeau que font ceux qui savent écrire à ceux qui vont apprendre à écrire. Et mon Dieu, on n'est pas tellement généreux, sont toujours les pédagogues historiquement qui ont voulu simplifier l'orthographe. Et la population Et c'est pour ça que n'en vous voit que avez l'inconvénient. voulu écrire, à partir de la page 249, je crois en tous les cas, la dernière partie de votre livre est écrite en français, en orthographe simplifiée selon la réforme de 1990, qui est en voie d'application, pour ne pas dire jamais appliquée. Oui, donc il y a eu cette grande affaire en 1990 lorsque le gouvernement de Michel Rocard a repris les travaux des scientifiques sur la langue pour proposer des simplifications tout à fait mineures à notre orthographe. Et en un premier temps, d'ailleurs, ces simplifications ont été tout à fait approuvées par l'Académie française. Et en plus, le gouvernement avait bien dit, attention, on n'impose rien. La façon d'écrire traditionnelle reste tout à fait valable. Simplement, on propose des alternatives et puis à l'usage, on verra si elles finissent par s'imposer. Donc c'était une réforme extraordinairement légère, douce, à minima. Et pourtant, ça a été un tollé, mais de l'extrême droite à l'extrême gauche, tout le monde dans les médias s'est dressé contre cette réforme, au point que, il a fallu près de 20 ans pour qu'on commence à utiliser ces rectifications dans l'enseignement, et que dans l'édition, dans la presse, on écrit toujours avec l'orthographe traditionnelle et pas avec l'orthographe rectifiée, orthographe qu'utilisent évidemment les Québécois, les Belges et les Suisses romans. Et donc, moi, après avoir raconté toutes ces histoires, j'ai voulu que les gens puissent voir ce qu'était l'enjeu, ce que ça voulait dire d'un peu simplifier l'orthographe. Et donc, à partir du, je ne sais plus si c'est le 10e, 9e chapitre, je dis, maintenant, on va changer. On va mettre l'orthographe rectifiée. Alors, cela dit, il y a des gens qui sont très choqués de voir connaître ou goûter sans l'accent circonflexe, de voir le ping-pong qui a perdu son trait d'union. Il faut se dire simplement que pour ceux qui apprendront à écrire le français, ce sera plus simple. Et que pour nous, forcément, c'est perturbant. Est-ce qu'on est disposé à faire ce cadeau à la jeune génération? C'est toute la question. Merci.